Monsieur, je dois vérifier votre pièce d'identité. Le policier posa la main sur sa ceinture en s'approchant du banc. Y a-t-il un problème, monsieur l'agent? L'homme en costume-cravate leva calmement les yeux de son livre. C'est juste une routine. Vous êtes assis ici depuis un moment. Je lis dans un parc public pendant mon jour de congé. Eh bien, nous avons reçu plusieurs signalements d'activités suspectes dans ce quartier. Les autres visiteurs du parc commencèrent à regarder et à chuchoter. Ce que le policier ignorait, c'est qu'il s'adressait à l'un des plus hauts responsables des forces de l'ordre du pays. Avant de plonger dans l'histoire, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Jonathan Mitchell ferma son livre et leva les yeux vers le sergent Derek Coleman. 22 ans dans la police de Washington avait appris à Coleman à se fier à son instinct, mais aujourd'hui cet instinct était sur le point de détruire sa carrière. « Je ne comprends pas le problème », dit Jonathan d'une voix calme. « Je suis assis sur un banc public en train de lire un livre. » Coleman s'approcha. Quelque chose chez cet homme le dérangeait. Il était trop calme, trop sûr de lui. D'après son expérience, les innocents devenaient nerveux lorsqu'ils étaient abordés par la police. Cet homme restait assis là comme s'il était chez lui. « Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu des signalements, » répéta Coleman. « Des vols dans le quartier. Vous correspondez à la description. » Jonathan faillit sourire. À 45 ans, il avait déjà entendu cela. La description était toujours assez vague pour correspondre à n'importe quel homme noir dans les environs. Il avait eu affaire à cela d'innombrables fois en grandissant à Detroit, mais cela ne devenait jamais plus facile. « Quelle description exactement ?» demanda Jonathan. Coleman serra les mâchoires. Il n'aimait pas être interrogé. « Homme noir, corpulence moyenne, bien habillé, c'est vous. Car cela correspond à environ 2 millions d'hommes dans cette ville, » répondit Jonathan calmement. D'autres visiteurs du parc commençaient à regarder. Une mère rapprocha son enfant d'elle. Un homme âgé assis sur un autre banc secoua la tête. Jonathan sentait leur regard peser sur ses épaules. La radio de Coleman grésilla. Le central lui demandait où il se trouvait. Il appuya sur le bouton. « Unité 47, interrogatoire en cours à Lincoln Park. » Jonathan mit lentement la main dans la poche de sa veste. Coleman posa la main sur son arme. « Doucement, » avertit Coleman. « Je prends ma carte d'identité, » dit Jonathan en bougeant délibérément lentement. « N'est-ce pas ce que vous avez demandé ?» Il sortit un simple portefeuille noir. Coleman se détendit légèrement, mais continua à surveiller les mains de Jonathan. Dans l'esprit de Coleman, tout cela n'était que routine. Juste une autre personne suspecte qui devait être contrôlée. Ce que Coleman ne pouvait pas voir, c'était le badge fédéral caché derrière le permis de conduire de Jonathan. Il ne savait pas que Jonathan Mitchell passait ses journées à coordonner des opérations antiterroristes et à informer le ministre de la Justice. Coleman était sur le point d'apprendre que certaines erreurs peuvent mettre fin à une carrière en quelques minutes. Jonathan tendit son permis de conduire en observant attentivement le visage de Coleman. Après cette journée, rien ne serait plus jamais pareil pour eux deux. Coleman regarda le permis de conduire. Jonathan Mitchell, adresse à Georgetown. D'après ce qu'il pouvait voir d'un rapide coup d'œil, le casier était vierge. Mais quelque chose clochait. « Monsieur Mitchell, » dit Coleman en rendant le permis, « puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie ?»« Je travaille pour le gouvernement, » répondit Jonathan simplement. Cette réponse rendit Coleman encore plus méfiant. D'après son expérience, les gens qui restaient vagues sur leur travail avaient généralement quelque chose à cacher. Les trafiquants de drogue disaient qu'ils travaillaient dans la vente. Les voleurs disaient qu'ils faisaient des petits boulots. Les fonctionnaires étaient généralement fiers de dire exactement dans quel service ils travaillaient. « Quel genre de travail pour le gouvernement ?» insista Coleman. Jonathan hésita. Il ne pouvait pas vraiment dire qu'il était directeur adjoint du FBI. Pas ici, pas comme ça. Cela aurait sonné comme un mensonge, et Coleman était déjà sur les nerfs. « Les forces de l'ordre fédéral », répondit finalement Jonathan. Coleman faillit éclater de rire. Ce type allait vraiment jouer cette carte? En 22 ans, il avait tout entendu. Tout le monde prétendait être flic quand on les attrapait. « Vraiment? Quelle agence ?» demanda Coleman d'un ton plus dur. « Le ministère de la Justice », répondit Jonathan. « Vous avez un badge alors ?» Jonathan avait effectivement un badge. Il était dans son portefeuille, juste derrière son permis de conduire. Mais quelque chose lui disait de ne pas le montrer pour l'instant. Coleman n'avait pas les idées claires.
Il agissait désormais sur la base de suppositions et de sa colère. « Monsieur l'agent, suis-je en état d'arrestation » demanda Jonathan. Cette question déplut à Coleman. C'était une question que posaient les vrais criminels, ceux qui connaissaient leurs droits et comptaient bien s'en servir contre les flics. Dans son esprit, les innocents coopéraient pleinement. « Levez-vous » ordonna Coleman. « Pourquoi ?»« Parce que je vous le demande. » Jonathan resta assis. Il n'avait rien fait de mal. Il n'allait pas se laisser intimider simplement parce que Coleman avait un badge. « Monsieur, je vous le demande une dernière fois. Levez-vous. Et je vous le demande une dernière fois. Suis-je en état d'arrestation ?» Coleman rougit. Ce type le ridiculisait devant tout le monde. D'autres personnes dans le parc regardaient maintenant. Certains avaient sorti leur téléphone. Coleman sortit ses menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à une enquête policière. » Jonathan se leva enfin, mais garda les mains bien en évidence. « C'est une erreur, monsieur l'agent. Tournez-vous. » Alors que les menottes se refermaient, Jonathan songea à l'ironie de la situation. Il passait ses journées à protéger le pays contre les menaces. Aujourd'hui, c'était lui qui était traité comme une menace. L'arrière de la voiture de patrouille de Coleman sentait le désinfectant et la sueur. Jonathan était assis en silence, les mains menottées derrière le dos. Il était déjà monté dans des voitures de police, mais toujours en tant qu'agent fédéral, travaillant avec les services locaux. Jamais en tant que prisonnier. Coleman roula lentement dans le centre-ville de Washington. Il jetait sans cesse un coup d'œil dans le rétroviseur pour observer Jonathan. Ce type était trop calme. La plupart des gens auraient été en colère ou effrayés à ce stade. Lui restait assis là, perdu dans ses pensées. « Vous voulez bien me dire ce que vous faisiez vraiment dans ce parc ?» demanda Coleman. « Je lisais un livre » répondit Jonathan. « Allons, voyons. Personne ne reste assis dans un parc pendant 3 heures juste pour lire. » Jonathan était en fait resté moins d'1 heure, mais il ne corrigea pas Coleman. Le rapport de l'agent dirait ce que Coleman voulait qu'il dise. « Je travaille beaucoup » dit Jonathan. « Je n'ai pas souvent l'occasion de me détendre. »« Quel type de service fédéral ?» demanda à nouveau Coleman. Jonathan ne répondit pas. Coleman le découvrirait bien assez tôt. Quand il vérifierait son nom dans le système, des alertes se déclencheraient. Le personnel du FBI avait des marqueurs spéciaux dans la base de données. La radio de Coleman se mit en marche. « Unité 47. Quelle est votre situation ?» Coleman décrocha le combiné. « En route pour le poste avec une personne en garde à vue. »« Bien reçu. Besoin de renfort ?»« Négatif. C'est juste une arrestation de routine. » Jonathan faillit sourire. Il n'y avait rien de routinier dans l'arrestation d'un directeur adjoint du FBI. Dans quelques heures, le téléphone de Coleman allait sonner sans arrêt. Son capitaine allait lui poser des questions. Les affaires internes voudraient lui parler. Et ce n'était que le début. « Vous savez ce que je pense ?» demanda Coleman en regardant Jonathan dans le rétroviseur. « Je pense que vous êtes en train de monter une arnaque. Vous prétendez être des agents fédéraux pour vous sortir d'une situation délicate. »« Pensez ce que vous voulez, » répondit Jonathan. « J'ai déjà vu ça. De faux badges, de fausses cartes d'identité. Vous, les criminels, vous devenez créatifs. » Jonathan regarda par la fenêtre. Il passait devant le bâtiment du FBI. Son bâtiment. Son bureau était au 7e étage. À ce moment-là, sa secrétaire se demandait probablement où il était. « Vous avez commis une erreur aujourd'hui, agent, » dit Jonathan calmement. « Non, » répondit Coleman. « C'est vous. » Alors qu'ils entraient dans le parking du commissariat, Jonathan vit d'autres agents vaquer à leurs occupations habituelles. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils étaient sur le point d'être témoins de la plus grande erreur de l'histoire de leur service. Coleman se gara et sortit. Il ouvrit la portière de Jonathan et l'aida à sortir de la voiture. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit Coleman avec satisfaction. Jonathan ne dit rien. Dans son esprit, il calculait déjà les conséquences. La carrière de Coleman était terminée. Le département ferait l'objet d'une enquête fédérale. Des têtes allaient tomber. Tout cela parce qu'un policier n'avait pas su dépasser ses préjugés. Le bureau des admissions du 5e district était très animé. Les agents amenaient des suspects tout au long de la journée et le sergent de service avait tout vu. Des trafiquants de drogue, des voleurs, des conducteurs ivres. Cette journée ressemblait à toutes les autres, jusqu'à ce que Coleman entre avec Jonathan. « Qu'est-ce qu'on a ?» demanda le sergent Maria Santos en levant les yeux de ses papiers. « Entrave à une enquête policière » répondit Coleman.
Le type se comportait de manière suspecte à Lincoln Park. Il a refusé de coopérer. Santos regarda Jonathan. Il était bien habillé, calme, et ne ressemblait pas à leurs clients habituels. Mais les apparences pouvaient être trompeuses. « Non ?» demanda-t-elle à Jonathan. « Jonathan Mitchell. » Santos tapa le nom dans son ordinateur. Le système était lent aujourd'hui, il fallait plus de temps que d'habitude pour trouver les dossiers. « Adresse ?» Jonathan donna son adresse à Georgetown. Santos haussa un sourcil. C'était un quartier chic. Profession? Jonathan marqua une pause. Employé fédéral. Coleman rit. Il prétend travailler pour le FBI ou quelque chose comme ça. Il ment probablement. Santos continua à taper. L'ordinateur était toujours en train de réfléchir, effectuant des vérifications dans plusieurs bases de données. « Des armes? De la drogue? Quelque chose que je devrais savoir ?» demanda Santos. « Rien à signaler, » répondit Coleman. « Juste un portefeuille et un livre. »« Quel genre de livre ?» demanda Santos, faisant la conversation en attendant que l'ordinateur finisse. « Un livre d'histoire, » répondit Jonathan, « sur la Seconde Guerre mondiale. » Santos acquiesça. Son grand-père adorait lire des livres sur la guerre. Rien de suspect à cela. L'ordinateur finit par émettre un bip. Santos regarda l'écran et fronça les sourcils. Plusieurs alertes figuraient dans le dossier de Jonathan. Des alertes employé fédéral. Des indicateurs d'habilitation de sécurité. Et autre chose. Quelque chose qui lui donna un coup au ventre. « Coleman, » dit-elle à voix basse, « je peux te voir une minute ?» Coleman s'approcha du bureau. Santos tourna son écran vers lui pour qu'il puisse le voir. « Vous devez voir ça, » murmura-t-elle. Coleman regarda l'écran. Au début, il ne comprit pas ce qu'il voyait. Puis les mots commencèrent à prendre sens. FBI, directeur adjoint, Federal Bureau of Investigation, en service actif. Habilitation de sécurité top secret. Division antiterroriste. Coleman devint livide. « Ce n'est pas possible, » dit-il. Santos avait déjà décroché le téléphone. « Je dois appeler le capitaine. »« Attendez, » dit Coleman, « laissez-moi réfléchir. » Mais il n'y avait rien à réfléchir. Il venait d'arrêter l'un des plus hauts responsables du FBI du pays. Jonathan se tenait tranquillement près du bureau d'enregistrement, toujours menotté. Il savait exactement ce qui se passait à l'ordinateur. « Agent Coleman, » dit Jonathan calmement, « je crois qu'il faut qu'on parle. » Le téléphone du capitaine Sarah Harrison sonna à 15h47 précise. Elle était en train d'examiner les rapports budgétaires lorsque Santos l'appela depuis le bureau des enregistrements. « Capitaine, nous avons un problème ici, » dit Santos d'une voix tendue. « Quel genre de problème ?»« Coleman vient d'amener un agent fédéral, un haut responsable. » Harrison posa son stylo. « Très haut placé ?» Directeur adjoint du FBI. Le silence se fit dans la pièce. Harrison pouvait entendre les battements de son cœur. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-elle. L'ordinateur indique Jonathan Mitchell, directeur adjoint, division antiterroriste, en service actif, habilitation de sécurité top secret. Harrison se dirigeait déjà vers la porte. « Ne laissez personne voir cet écran. »« J'arrive. » Elle descendit les marches deux par deux. C'était le genre d'erreur qui mettait fin à des carrières et déclenchait des enquêtes fédérales. Lorsqu'elle arriva au bureau des réservations, elle vit Coleman debout à côté de Santos, tous deux l'air mal en point. Jonathan était toujours menotté. « Monsieur Mitchell, » dit Harrison en s'approchant prudemment. « Je suis le capitaine Harrison. Il semble y avoir eu un malentendu. »« En effet, » répondit Jonathan calmement. Harrison regarda Coleman. « Agent, retirez les menottes, tout de suite. » Les mains de Coleman tremblaient, tandis qu'il déverrouillait les menottes. Jonathan se frotta les poignets, mais ne se plaignit pas. « Monsieur, je tiens à m'excuser, » dit Harrison. « Cela n'aurait jamais dû arriver. »« Non, cela n'aurait pas dû, » acquiesça Jonathan. Harrison se tourna vers Coleman. « Dans mon bureau, tout de suite. » Mais Jonathan prit la parole en premier. « Capitaine, avant que vous ne vous occupiez de votre agent, je dois passer quelques coups de fil. Cette arrestation sera signalée à la hiérarchie. Il y aura des questions. » Harrison acquiesça. Elle comprenait. Quand un directeur adjoint du FBI est arrêté, cela se remarque. Les gens importants s'en aperçoivent. « Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. » Jonathan sortit son téléphone. Son premier appel serait pour sa supérieure, la directrice du FBI, Angela Torres. Le deuxième serait pour le ministère de la Justice. Le troisième serait pour son avocat. Coleman observait la scène. L'arrestation dont il était si sûr 2 heures plus tôt tournait au cauchemar.
Il avait arrêté l'un des plus hauts responsables des forces de l'ordre du pays. « Capitaine, dit Jonathan après avoir terminé son premier appel, ma directrice est très intéressée par la façon dont cela s'est passé. Elle vous appellera dans l'heure qui suit. » Harrison sentit son estomac se nouer. Le fait que la directrice du FBI appelle personnellement signifiait que l'affaire allait prendre de l'ampleur. Beaucoup d'ampleur. Coleman s'affaissa contre le mur. 22 ans de service, et c'était ainsi que cela allait se terminer. Pas avec les honneurs ou la retraite, avec la honte et une enquête fédérale. Le bureau du capitaine Harrison ne lui avait jamais semblé aussi petit. Coleman était assis en face de son bureau, son uniforme froissé et le visage pâle. À travers la fenêtre, il pouvait voir les activités normales du commissariat se poursuivre. Personne d'autre ne savait encore ce qui s'était passé. « Expliquez-moi comment cela s'est produit », dit Harrison en gardant un ton neutre. Coleman s'éclaircit la gorge. Le sujet agissait de manière suspecte dans Lincoln Park. Il était assis seul depuis un certain temps. Il correspondait à la description donnée dans les rapports de vol récents. Quelle description? Coleman hésita. Un homme noir, de corpulence moyenne, bien habillé? Harrison le fixa du regard. C'est tout? C'est votre motif raisonnable? Il était évasif quand on l'a interrogé. Il a refusé d'obtempérer à des demandes simples. Quelle demande? De se lever, de coopérer à l'enquête. Harrison se frotta les tempes. La situation empirait de minute en minute. A-t-il commis un crime? Demanda-t-elle. Entrave à l'exercice des fonctions de police. En s'asseyant sur un banc pour lire un livre? Le silence de Coleman était éloquent. Le téléphone de Harrison sonna. L'identifiant indiquait le siège du FBI. « Capitaine Harrison, répondit-elle. Ici le directeur Angela Torres. Je crois que vous avez un de mes agents en garde à vue. » Harrison eut la bouche sèche. « Oui, directrice. Nous l'avons relâché. Il y a eu un malentendu. Je veux comprendre comment un directeur adjoint du FBI peut être arrêté alors qu'il lit dans un parc public. Nous menons une enquête approfondie. »« Nous aussi, » dit Torres d'un ton froid. « Attendez-vous à voir arriver des enquêteurs fédéraux d'ici 1 heure. » La ligne fut coupée. Harrison regarda Coleman. « Le FBI envoie des enquêteurs. » Coleman se prit la tête entre les mains. « Ma carrière est finie. Pour l'instant, je m'inquiète davantage pour le département, » dit Harrison. « Cela va faire la une des journaux nationaux. Les associations de défense des droits civiques vont appeler. Les politiciens vont exiger des réponses. »« Que dois-je faire ?» demanda Coleman. « Trouvez-vous un avocat, un bon, et priez pour que M. Mitchell ne porte pas plainte au niveau fédéral. » Coleman se leva lentement. « Capitaine, je pensais vraiment qu'il était suspect. Sur quoi vous basez-vous? La couleur de sa peau ?» Coleman ne répondit pas. Ils connaissaient tous les deux la vérité. Le téléphone de Harrison sonna à nouveau. Cette fois, c'était le bureau du maire. La nouvelle s'était déjà répandue. La tempête ne faisait que commencer. Dehors, Jonathan Mitchell était assis dans sa voiture et passait des coups de fil. Chaque conversation était professionnelle, mais froide. Le FBI allait enquêter. Le ministère de la Justice allait examiner le dossier. Les affaires internes allaient te poser des questions. Le monde de Coleman était sur le point de s'écrouler. L'agent du FBI, Lisa Chen, arriva au commissariat du 5e district à 17h15. Elle portait une mallette et avait l'air sérieuse. Derrière elle venait l'agent Robert Hayes, de la division des droits civils. Le capitaine Harrison les accueillit à la réception. « Agent, merci d'être venu si vite, » dit Harrison. « C'est une affaire prioritaire, » répondit Chen. « Nous devons interroger toutes les personnes impliquées. »« Bien sûr, l'agent Coleman attend dans la salle d'interrogatoire Nérure 2. Nous aurons également besoin de son rapport d'arrestation, de toutes les vidéos et des déclarations des témoins. » Harrison acquiesça. « Tout est en cours de préparation. » L'agent Hayes prit la parole. « Où l'arrestation a-t-elle eu lieu exactement? »« Lincoln Park, dans la partie nord-ouest. Y a-t-il des caméras de sécurité dans ce quartier? »« Quelques-unes. Nous sommes en train d'extraire les images. » Chen prit des notes dans son bloc-notes. « Nous croyons comprendre que M. Mitchell a été retenu pendant environ 2 heures. »« Oui, à peu près. Pendant ce temps, il était menotté et traité comme un suspect ?» Harrison se sentit mal. « Oui. » « Et les chefs d'accusation ?» Entrave à l'enquête policière. Hayes leva les yeux de ses notes. Sur la base de quelles activités criminelles? L'agent pensait qu'il correspondait à la description d'un suspect. Dans quelle affaire?
Harrison se rendit compte qu'elle n'en savait rien. « Je vais devoir vérifier. » Les agents échangèrent un regard. La situation semblait empirer de minute en minute. « Nous devons interroger l'agent Coleman immédiatement, » dit Chen. Coleman attendait dans la petite salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient, tandis qu'il versait de l'eau dans un gobelet en plastique. « Agent Coleman, » commença Chen, « vous comprenez qu'il s'agit d'une enquête fédérale. »« Oui, madame. Vous avez arrêté le directeur adjoint Jonathan Mitchell vers 13h30 aujourd'hui. Dites-nous pourquoi. » Coleman prit une profonde inspiration. Il se comportait de manière suspecte. Comment? Il était assis seul dans le parc depuis longtemps. Il ne répondait pas correctement aux questions. Quelles questions lui avez-vous posées? Son nom, ce qu'il faisait là où il travaillait. Et il a répondu? Il a dit qu'il travaillait pour le gouvernement. Il restait vague. L'agent Hayes se pencha en avant. Vous a-t-il montré une pièce d'identité? Son permis de conduire. Chat, avez-vous vérifié son nom dans le système? Pas avant d'arriver au poste. Pourquoi pas? Coleman hésita. Je pensais qu'il mentait au sujet de son travail. Sur la base de quelles preuves? Silence. Agent Coleman, dit Chen doucement, avez-vous arrêté M. Mitchell parce qu'il est noir? Non. J'arrête les gens sur la base de comportements suspects. Comme lire un livre dans un parc? Le monde de Coleman s'écroulait, question après question. À 18h, des camions de télévision étaient alignés devant le commissariat. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à Channel 7 et en moins d'une heure, tous les grands médias de Washington en parlaient. Un directeur adjoint du FBI arrêté alors qu'il lisait, clignotait sur les écrans de télévision dans toute la ville. Le capitaine Harrison regardait les reportages depuis son bureau. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Le maire avait appelé 2 fois. Le conseil municipal voulait des réponses. Les associations de défense des droits civiques exigeaient des mesures. Jonathan Mitchell était assis dans sa maison de Georgetown, refusant toutes les demandes d'interview. Sa femme Rebecca lui apporta un café et s'assit à côté de lui sur le canapé. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle. « En colère, fatigué, pas surpris. Que va-t-il se passer maintenant ?» Le FBI mène l'enquête. Le ministère de la Justice examine le dossier. Coleman va probablement perdre son emploi. Est-ce que ça suffira? Jonathan but une gorgée de café. Je ne sais pas. Comment réparer 20 ans de mauvaise formation et d'attitude encore pire? À la télévision, un journaliste se tenait devant le commissariat. Selon nos sources, l'agent Derek Coleman, un vétéran de 22 ans, a arrêté le directeur adjoint Jonathan Mitchell pour ce qu'il a qualifié de comportement suspect. Mitchell lisait un livre dans Lincoln Park pendant sa pause déjeuner. L'histoire s'était déjà répandue au-delà de Washington. Les médias nationaux s'en étaient emparés. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires. Reading While Black était devenu tendance sur Twitter. Coleman était assis dans sa voiture devant sa maison, effrayé à l'idée d'entrer. Ses voisins avaient sûrement déjà vu les informations. Sa femme Karen l'avait déjà appelé 3 fois, en pleurs. Son téléphone vibra. C'était un SMS de son frère. « J'ai vu les infos. À quoi pensais-tu » Coleman ne savait pas quoi répondre. Il pensait la même chose que d'habitude lorsqu'il voyait un noir dans un quartier chic, qu'il n'avait pas sa place là-bas. Maintenant, le monde entier le savait. À l'intérieur du bâtiment du FBI, la directrice Torres tenait une réunion d'urgence avec ses cadres supérieurs. « Il ne s'agit pas seulement de Jonathan, » leur dit-elle. « Il s'agit de la confiance entre les forces de l'ordre fédéral et local. Si nous ne pouvons pas leur faire confiance pour traiter nos propres concitoyens de manière professionnelle, comment pouvons-nous travailler ensemble sur des affaires ?» Son directeur adjoint des affaires publiques prit la parole. « Les médias veulent une déclaration. » « Pas encore. Laissons l'enquête suivre son cours. » De retour au poste de police, l'agent Chen avait terminé son interrogatoire de Coleman. Elle avait suffisamment de preuves pour recommander des poursuites fédérales. La question n'était pas de savoir si Coleman avait violé les droits civils de Jonathan. La question était de savoir combien d'autres personnes il avait violées au cours de sa carrière et si quelqu'un ferait encore confiance au 5e district. 3 semaines plus tard, Derek Coleman était assis dans un tribunal fédéral attendant son avocat. Le ministère de la Justice avait engagé des poursuites contre lui pour violation des droits civils en vertu de l'article 1983. Ses mains tremblaient tandis qu'il relisait les documents.
Privation de droit sous le couvert de la loi. Ces mots pouvaient signifier une peine de prison. Son avocat, David Martinez, arriva l'air fatigué. Coleman l'avait engagé avec l'argent emprunté à sa caisse de retraite. « C'est grave ?» demanda Coleman. « Grave. Le FBI a des images vidéo provenant des caméras du parc. Ils ont des témoignages. Ils ont ton propre rapport d'arrestation. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils peuvent prouver que tu n'avais aucune raison légale de l'arrêter. Aucun motif valable. Aucun crime n'a été commis. Coleman se sentit mal. Quel est le pire scénario? La prison fédérale, de 1 à 10 ans selon le juge. Pour avoir arrêté quelqu'un? Martinez le regarda sérieusement. Pour avoir violé les droits constitutionnels d'une personne. C'est un crime fédéral, Derek. De l'autre côté de la ville, Jonathan était de retour au travail, mais les choses avaient changé. Ses collègues le traitaient avec précaution, comme s'il risquait de s'effondrer. Des agents de sécurité le suivaient de plus près. Le rythme normal de son travail avait changé. Sa secrétaire lui apporta une pile de messages. Les journalistes continuent d'appeler. De plus, 3 éditeurs veulent vous parler de votre histoire. Pas d'interview, pas de contrat pour des livres. Et les associations de défense des droits civiques, elles veulent que vous interveniez lors de leurs conférences. Jonathan secoua la tête. Il ne voulait pas devenir le symbole de la réforme de la police. Il voulait simplement faire son travail, mais l'affaire avait pris une tournure inattendue. Le 5e district faisait l'objet d'une enquête fédérale. Tous les dossiers d'arrestation des 5 dernières années étaient examinés. Le partenaire de Coleman avait été muté. 2 autres agents faisaient l'objet d'une enquête pour des incidents similaires. Le capitaine Harrison ne dormait presque plus. Chaque jour apportait son lot de nouveaux problèmes. Réunion du conseil municipal, demande des médias, groupes communautaires en colère exigeant des changements. Le maire avait laissé entendre qu'elle pourrait perdre son emploi si la situation ne s'améliorait pas. Le téléphone de Coleman sonna. C'était sa femme, Karen. « Les voisins parlent », dit-elle en pleurant. « Madame Peterson a traversé la rue pour m'éviter à l'épicerie. Je suis désolé, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu arrêter quelqu'un pour avoir lu un livre ?» Coleman n'avait pas de réponse. La vérité était trop horrible pour être dite à voix haute. Il avait arrêté Jonathan parce qu'il n'avait pas l'air d'être à sa place dans ce quartier, et cette vérité était sur le point de lui coûter tout ce qu'il avait. Son procès était prévu pour le mois suivant. Le FBI avait un dossier solide. Le tribunal fédéral était bondé. Les médias occupaient toute la salle d'audience. Des militants des droits civiques étaient assis derrière l'accusation. La famille de Coleman était regroupée du côté de la défense. La juge Patricia Williams a ouvert l'audience. « Les États-Unis contre Derek Coleman. Les 2 parties sont-elles prêtes ?»« Prêtes, votre honneur », a répondu la procureure Sarah Kim. « Prêt », répondit l'avocat de la défense Martinez. Les arguments de l'accusation étaient simples et solides. Ils montrèrent une vidéo de Coleman s'approchant de Jonathan. Ils diffusèrent l'enregistrement des communications radio de Coleman. Ils présentèrent son rapport d'arrestation. « Mesdames et messieurs les jurés, » commença la procureure Kim, « cette affaire concerne un abus de pouvoir. L'agent Coleman a arrêté Jonathan Mitchell pour une seule raison, la couleur de sa peau. Martinez a tenté de faire valoir que Coleman avait des soupçons raisonnables, qu'il avait suivi la procédure appropriée, qu'il s'agissait d'une erreur honnête. Mais les preuves étaient accablantes. Jonathan a témoigné pendant 2 heures. Il a raconté calmement ce qui s'était passé. Il n'a montré ni colère ni émotion. Il a simplement dit la vérité. « Avez-vous commis un crime ce jour-là » lui a demandé Kim. « Non. »« Avez-vous résisté à votre arrestation » ?»« Non. »« Avez-vous menacé l'agent Coleman de quelque manière que ce soit » ?»« Non. »« Que faisiez-vous lorsqu'il s'est approché de vous » ?»« Je lisais un livre sur la Seconde Guerre mondiale. » Le jury écoutait attentivement. Plusieurs membres prenaient des notes. Lorsque Martinez a contre-interrogé Jonathan, il a tenté de suggérer que Jonathan n'avait pas coopéré. « Vous avez refusé de vous lever lorsqu'on vous l'a demandé ?»« J'ai demandé si j'étais en état d'arrestation. C'est mon droit légal. »« Vous avez été évasif au sujet de votre travail ?» J'ai répondu à ces questions. J'ai dit que je travaillais pour le gouvernement fédéral. « Vous ne vous êtes pas identifié comme agent du FBI ?» Jonathan marqua une pause. « M'auriez-vous cru ?» Martinez n'avait pas de réponse satisfaisante à cette question. Coleman prit la parole pour sa propre défense. Ce fut une erreur.
Je trouvais qu'il avait un comportement suspect, a déclaré Coleman. Comment cela? A demandé Kim lors du contre-interrogatoire. Il était assis seul, il regardait autour de lui, il semblait nerveux. L'observiez-vous avant de l'approcher? Oui. Pendant combien de temps? Peut-être 10 minutes. Sans pendant ces 10 minutes, quel crime l'avez-vous vu commettre? Aucun. Mais il correspondait à une description. Quelle description? La voix de Coleman s'est faite plus douce. Un homme noir, de corpulence moyenne. Combien d'hommes noirs à Washington correspondent à cette description? Je ne sais pas. Des milliers? Probablement. Vous l'avez donc arrêté parce qu'il était noir dans un parc public? Martinez a fait objection, mais le mal était fait. Le jury délibéra pendant 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Williams regarda Coleman depuis son siège. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de la femme de Coleman dans le public. Monsieur Coleman, vous avez été reconnu coupable d'avoir violé les droits civils de Jonathan Mitchell sous le couvert de la loi. Avant que je prononce votre sentence, avez-vous quelque chose à dire? Coleman se leva lentement. Son avocat avait préparé une déclaration, mais il l'a mis de côté. Votre honneur, je tiens à présenter mes excuses à Monsieur Mitchell et à sa famille. J'ai eu tort. J'ai laissé mes préjugés dicter mes actes et j'ai fait du mal à un homme innocent. Il se tourna vers Jonathan assis au premier rang. « Monsieur Mitchell, je suis désolé. Vous méritiez mieux de ma part et de la part de mon service. J'ai failli à mon devoir de policier et à mon devoir d'être humain. » Jonathan hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. La juge Williams reprit la parole. « Monsieur Coleman, vous avez prêté serment de protéger et de servir tous les citoyens de manière égale. Au lieu de cela, vous avez utilisé votre insigne et votre arme pour harceler un homme dont le seul crime était d'être noir et de lire. » Elle ouvrit le livret des peines. Le ministère public a requis 2 ans de prison fédérale. La défense a demandé une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général. La femme de Coleman retint son souffle. Ce tribunal vous condamne à 18 mois de prison fédérale, suivi de 2 ans de probation sous surveillance. Vous devrez également effectuer 500 heures de travaux d'intérêt général au sein d'organisations de défense des droits civiques. Coleman faillit s'effondrer. 18 mois. Sa carrière était terminée. Il avait perdu sa pension. Sa réputation était ruinée. Mais il avait eu de la chance. Cela aurait pu être bien pire. De plus, poursuivit le juge, vous êtes définitivement interdit d'exercer toute fonction dans les forces de l'ordre, que ce soit au niveau local, régional ou fédéral. Ce fut le coup de grâce. Coleman avait été policier pendant 22 ans. C'était tout ce qu'il savait faire. Après l'audience, l'avocat de Coleman l'accompagna jusqu'au parking. « Quand dois-je me présenter à la prison ?» demanda Coleman. « Dans 30 jours. Ils vous enverront les documents. » Coleman monta dans sa voiture et rentra lentement chez lui. Karen l'attendait dans la cuisine, en larmes. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Leur maison allait probablement être saisie. Karen travaillait à temps partiel dans une crèche. Son salaire ne suffisait pas à payer l'hypothèque. Coleman avait perdu sa pension de policier. Ses avantages sociaux avaient été supprimés. Sa réputation le rendait inemployable. À 52 ans, il repartait de zéro. Pendant ce temps, Jonathan retourna à son bureau du FBI. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, mais les choses avaient changé. Cette affaire l'avait transformé. Il avait toujours su que le racisme existait dans les forces de l'ordre. Maintenant, il en avait fait l'expérience personnellement. La question était de savoir quoi faire. La prison fédérale de Pensacola n'avait rien à voir avec ce à quoi Coleman s'attendait. Pas de barreaux aux fenêtres, pas de cellules en béton. Cela ressemblait plus à un campus universitaire qu'à une prison. Mais c'était bien une prison. Coleman partageait une cellule avec Marcus Williams, un ancien comptable condamné pour fraude fiscale. Marcus était noir, âgé de 45 ans, et avait 2 enfants qui lui manquaient terriblement. « T'es là pourquoi ?» lui demanda Marcus le premier jour. « Violation des droits civils. Je suis flic. J'étais flic. » Marcus haussa un sourcil. « T'as arrêté la mauvaise personne ?» Quelque chose comme ça. La nouvelle qu'il y avait un ancien policier dans le camp s'est rapidement répandue. La plupart des détenus évitaient Coleman. Quelques-uns le menaçaient. Mais les gardiens le protégeaient. Coleman travaillait à la bibliothèque de la prison, où il triait des livres et aidait les détenus à suivre des cours d'informatique. Ce travail était payé 20 cents de l'heure. Le soir, quand il en avait les moyens, il appelait Karen. «
Les appels téléphoniques depuis la prison coûtaient 3 $ pour 15 minutes. « Comment tu tiens le coup ?» lui demanda-t-elle lors d'un appel. « Ça va. Comment va la maison ?»« Nous avons reçu l'avis de saisie hier. » Coleman ferma les yeux. « Je suis désolé, Karen, je suis vraiment désolé. Je sais, je déménage chez ma sœur le mois prochain. Leur mariage de 20 ans était en train de s'effondrer. » Coleman ne pouvait pas lui en vouloir. Pendant ce temps, le département de police du 5e district était sous surveillance fédérale. Le FBI contrôlait chaque arrestation. Les agents devaient suivre une formation sur les préjugés. De nouvelles politiques ont été mises en place. Le capitaine Harrison travaillait 18 heures par jour pour tenter de rétablir la réputation du département. 3 agents ont démissionné plutôt que de se plier aux nouvelles règles. 2 autres ont été licenciés pour avoir refusé la formation sur les préjugés. « Le changement est difficile », a-t-elle déclaré à un journaliste, « mais il est nécessaire. » Jonathan Mitchell a été chargé de participer à la conception du nouveau programme de formation. Il passait ses week-ends à l'académie de police, où il enseignait aux agents les droits constitutionnels et les procédures à suivre. « Une arrestation doit être fondée sur des preuves d'activité criminelle », expliquait-il à une classe de recrues, « pas sur des suppositions quant à l'appartenance d'une personne à un groupe. » Les recrues écoutaient attentivement. Elles avaient toutes entendu parler de l'affaire Coleman. « Qu'auriez-vous fait différemment ?» demanda l'une d'elles. « J'aurais observé plus longtemps. J'aurais cherché des comportements criminels réels et j'aurais traité la personne avec respect, quelle que soit sa race. » De retour en prison, Coleman a reçu une lettre de sa fille Sarah. Elle avait 24 ans et travaillait comme enseignante. « Papa, a-t-elle écrit, j'ai honte de ce que tu as fait, mais je t'aime toujours. Quand tu sortiras, j'espère que tu seras un homme meilleur. » Coleman lut la lettre 5 fois. Sa fille avait raison d'avoir honte. Il avait du travail à faire sur lui-même. Coleman sortit de prison après avoir purgé 14 mois. Sa bonne conduite avait réduit sa peine. Il transportait toutes ses possessions dans un petit sac, quelques vêtements, quelques livres et les lettres de sa fille. Karen ne vint pas le chercher. Ils avaient divorcé 6 mois auparavant. Elle ne supportait plus la honte. Coleman prit un bus pour Washington et s'installa dans un centre de réinsertion dans le sud-est de la ville. La chambre était petite et partagée avec un autre ancien détenu. Les règles étaient strictes. Couvre-feu à 21 heures, pas d'alcool, test de dépistage hebdomadaire. Trouver du travail était presque impossible. Son casier judiciaire apparaissait à chaque vérification d'antécédents. Violation des droits civils était un signal d'alarme pour la plupart des employeurs. Après 3 semaines de refus, il a finalement été embauché dans un entrepôt pour charger des camions. Le salaire était de 10 $ de l'heure, moins de la moitié de ce qu'il gagnait comme policier. Son supérieur, Jim Rodriguez, était un ancien marine qui croyait aux secondes chances. « Si tu fais une erreur ici, tu es viré », lui a dit Jim, « mais travaille dur et fais profil bas, tout ira bien. » Coleman travaillait 12 heures par jour à soulever des cartons. Il avait constamment mal au dos. Ses mains étaient coupées et meurtries. Mais il se présentait tous les jours à l'heure. Pendant ses pauses déjeuner, il lisait des livres sur le racisme et la réforme de la police. Il essayait de comprendre comment sa façon de penser avait pu être aussi erronée. Un livre parlait des préjugés implicites, ces préjugés inconscients qui influencent la prise de décision. Coleman se reconnaissait dans chaque chapitre. Son agent de probation, Lisa Chang, le rencontrait chaque semaine. « Comment ça va au travail ?» lui demandait-elle. « Bien, c'est dur, mais c'est un travail honnête. Tiens, tu as une idée de ce que tu veux faire à long terme ?» Coleman y avait réfléchi. Peut-être quelque chose dans le domaine des services communautaires pour essayer de réparer ce que j'ai fait. C'est bien, mais ça ne sera pas facile. Beaucoup de gens ne te feront pas confiance. Coleman savait qu'elle avait raison. Il avait détruit une confiance qui avait mis des années à se construire. Entre-temps, Jonathan Mitchell avait été promu directeur du FBI. Le directeur précédent avait pris une retraite anticipée et Jonathan avait impressionné le ministère de la Justice par la manière dont il avait géré sa propre affaire. Sa première initiative majeure fut d'améliorer les relations entre les forces de l'ordre fédérales et locales. « Nous ne pouvons pas faire notre travail si nous ne nous faisons pas confiance », déclara-t-il lors d'une conférence réunissant des chefs de police. « Et vous ne pouvez pas faire le vôtre si la communauté ne vous fait pas confiance. » Le 5e district s'était lentement amélioré sous la surveillance fédérale. Les plaintes avaient diminué.
Les relations avec la communauté s'étaient améliorées, mais les progrès étaient lents. Coleman termina son service à l'entrepôt et prit le bus pour se rendre à son travail d'intérêt général. Il travaillait dans une banque alimentaire où il triait les dons et aidait à distribuer les repas. La plupart des bénévoles ne connaissaient pas son passé. Ils préféraient ainsi. « Vous êtes discret », lui dit Maria Santos, une bénévole âgée. « Mais vous travaillez dur. »« Merci, madame. »« Que faisiez-vous avant ?» Coleman marqua une pause. « J'ai fait des erreurs. J'essaie de les réparer maintenant. » Elle acquiesça et retourna trier des boîtes de soupe. 2 ans après sa libération, Coleman se rendait au travail lorsqu'il aperçut un visage familier. Jonathan Mitchell sortait d'un café près du bâtiment du FBI. La première réaction de Coleman fut de traverser la rue pour l'éviter, mais quelque chose le retint. Il s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur Mitchell ?» Jonathan se retourna. Il reconnut immédiatement Coleman, même si l'ancien policier avait vieilli et maigri. Derek. Ils restèrent un moment sur le trottoir, ne sachant pas trop quoi dire. « Je voulais m'excuser encore une fois, » dit finalement Coleman, « pour ce que je vous ai fait. Vous vous êtes excusé au tribunal. Je sais, mais j'avais besoin de le dire encore une fois, en face à face. » Jonathan observa le visage de Coleman. L'arrogance avait disparu, la colère aussi. Ce qui restait semblait être un regret sincère. « Comment vas-tu » demanda Jonathan. « Je m'en sors. Je travaille dans un entrepôt. Je fais du travail d'intérêt général. » « Quel genre de travail ?»« À la banque alimentaire, parfois dans un refuge pour sans-abri. J'essaie d'aider les gens au lieu de leur faire du mal. » Une femme passa devant eux en parlant fort au téléphone. Les voitures klaxonnaient dans la circulation. La vie continuait autour d'eux. « Je repense souvent à ce jour-là, » dit Coleman. « À quel point j'avais tort. Comment j'avais laissé mes préjugés me contrôler. Qu'avez-vous appris ?» Coleman réfléchit longuement avant de répondre. « Que j'ai passé 20 ans à voir des ennemis au lieu de citoyens. Que je faisais partie du problème, pas de la solution. » Jonathan hocha la tête. « C'est un début. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais j'essaie de m'améliorer. » « C'est bien. » Ils restèrent silencieux pendant un moment. « Je vais te laisser travailler, » dit Coleman. « Prends soin de toi, Derek. » Coleman s'éloigna, se sentant à la fois mieux et moins bien. Mieux parce qu'il avait affronté l'homme à qui il avait fait du tort. Moins bien parce qu'il comprenait mieux le mal qu'il avait causé. Ce soir-là, il appela sa fille Sarah. Ils se parlaient désormais une fois par mois, reconstruisant lentement leur relation. « Je l'ai vu aujourd'hui, » lui dit Coleman. « Vu qui ?»« Jonathan Mitchell, l'homme que j'ai arrêté. Que s'est-il passé ?»« Nous avons discuté. Je me suis excusé à nouveau. Comment a-t-il réagi ?»« Il s'est montré correct, plus correct que je ne le méritais. » Sarah resta silencieuse pendant un moment. « Papa, ça va ? J'essaie. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Après avoir raccroché, Coleman s'assit dans sa petite chambre et pensa à l'avenir. Il avait accompli la plupart de ses heures de travaux d'intérêt général. Sa période de probation prendrait fin dans 6 mois. Et ensuite, il ne pouvait plus être policier. Cette partie de sa vie était terminée, mais peut-être pourrait-il trouver d'autres moyens de rendre service. 5 ans après ce jour à Lincoln Park, les 2 hommes avaient trouvé des voies différentes pour aller de l'avant. Jonathan Mitchell était assis dans son bureau de directeur du FBI, examinant un rapport sur les programmes de réforme de la police. La surveillance fédérale des services locaux portait ses fruits. Les plaintes avaient diminué de 30%. La confiance se rétablissait lentement. Son assistant frappa à la porte. « Directeur, vous avez une réunion avec les dirigeants communautaires dans 10 minutes. » « Merci. » Ces réunions mensuelles avec les groupes de défense des droits civiques étaient devenues une routine. Jonathan était convaincu qu'un changement durable nécessitait un dialogue constant. De l'autre côté de la ville, Derek Coleman terminait son service au centre communautaire où il travaillait désormais à plein temps. Après avoir purgé sa peine, il avait postulé pour un emploi consistant à aider d'anciens détenus à trouver un logement et un emploi. Le salaire était modeste, mais le travail avait du sens. « Derek, tu peux m'aider à remplir ce formulaire ?» demanda Tommy, un jeune homme récemment sorti de prison. « Bien sûr. Quel genre d'emploi cherches-tu ?»« N'importe quoi du travail honnête. Je veux juste travailler. » Coleman a aidé Tommy à remplir les papiers.
Il comprenait la difficulté de repartir à zéro avec un casier judiciaire. « Ça va être dur, lui a dit Coleman, mais n'abandonne pas. Il y a des gens qui croient aux secondes chances. » Ce soir-là, Coleman a assisté à sa réunion hebdomadaire avec d'autres anciens policiers condamnés pour violation des droits civils. Le groupe de soutien se réunissait dans le sous-sol d'une église. « Comment s'est passée la semaine pour tout le monde ?» demanda la responsable du groupe, le docteur Patricia Williams. Les uns après les autres, ils partagèrent leurs difficultés, trouver du travail, gérer la culpabilité, essayer de se racheter. « Derek, et toi ?» « J'ai aidé 3 personnes à trouver un emploi cette semaine. Ce sont de petites victoires. C'est du bon travail. Ça n'efface pas ce que j'ai fait, mais c'est déjà ça. » Le docteur Williams acquiesça. La rédemption ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de choisir de faire mieux à l'avenir. Pendant ce temps, Jonathan dînait avec sa famille. Sa fille lui demanda comment s'était passée sa journée. « Tu as arrêté des méchants, papa. » Jonathan sourit. « Je n'arrête plus personne. Je m'assure que les autres le font correctement. » Comment faire les choses correctement? En traitant tout le monde de manière équitable, en respectant la loi, en protégeant les droits des gens. Sa femme, Rebecca, intervint. Les choses s'améliorent. Lentement. Le changement est difficile, surtout dans les forces de l'ordre, mais des progrès sont réalisés. Plus tard dans la soirée, Jonathan se promenait dans Lincoln Park. Il venait parfois ici lorsqu'il avait besoin de réfléchir. Le banc où il avait été arrêté était toujours là. Un jeune homme noir était assis sur un autre banc à proximité en train de lire un livre. Jonathan lui fit un signe de tête et continua son chemin. Cette fois-ci, personne n'appela la police. 6 mois plus tard, Coleman reçut une lettre inattendue. Elle provenait du bureau de Jonathan Mitchell. « Monsieur Coleman, disait-elle, nous recherchons des personnes ayant une expérience dans les forces de l'ordre pour aider à former les nouvelles recrues de la police aux droits civils et aux procédures appropriées. Compte tenu de votre point de vue unique sur ces questions, nous nous demandions si vous seriez intéressé par ce programme. » Coleman lut la lettre 3 fois. Ce n'était pas exactement un pardon, mais c'était une chance de transformer sa plus grande erreur en quelque chose d'utile. Il décrocha le téléphone et composa le numéro indiqué sur la lettre. « Division de la formation du FBI, ici l'agent Martinez. Bonjour, je suis Derek Coleman. J'ai reçu une lettre concernant un programme de formation. Oui, monsieur Coleman, êtes-vous intéressé ?» Coleman regarda par la fenêtre la ville où il avait échoué et apprit à s'améliorer. « Oui, répondit-il, je suis très intéressé. »